Je remercie tous ceux qui m'ont précédé dans le bilan qu'ils ont présenté de la gouvernance de Patrice Talon. Et je voudrais pratiquement reprendre le bilan qu'ils ont déjà exposé, bien sûr, et pas parce que j'ai forcément des choses à apporter en modification de ce qui est dit, mais peut-être que je ferai même un bref résumé et expliquer, c'est-à-dire m'appuyer sur des faits réels pour les justifier, parce que tout à l'heure, j'ai constaté qu'on a dit où sont les preuves, vous n'êtes pas du factuel, c'est dans l'imagination des Béninois. Il faut dire que déjà, nous sommes confrontés au bilan, pas d'une démocratie, mais d'une autocratie, d'une oligarchie véreuse qui a pris en otage le pays et qui refuse de lâcher. Notre bilan essentiellement masqué, ou le bilan des 10 ans de Patrice Talon, est essentiellement marqué par une érosion des libertés, puisqu'il a tout commencé par là. Il faut aussi ajouter à l'érosion des libertés qu'il y a des inégalités extrêmes et une stagnation économique. Et je dis, je vais revenir sur chaque thème que j'aurais utilisé. Alors, ce régime est un régime essentiellement caractérisé par un détournement massif. Et là, je pèse bien mes mots. Pour ceux qui m'entendent mal, je répète qu'il y a un détournement massif des richesses publiques, une corruption généralisée, et je vais le prouver également. Et il y a un contrôle des médias pour maintenir le pouvoir. Et tout ça a contribué à immobiliser socialement le peuple et à immobiliser la prospérité pour la majorité. En termes de bilan économique, que j'ai souligné tantôt, donc je vais expliquer que notre économie aujourd'hui a été structurée pour favoriser un petit groupe au pouvoir. Et donc, ça a entraîné une croissance qui n'impacte pas la masse, une croissance factice, une croissance de façade. Donc, on s'est retrouvé dans une logique de manipulation des chiffres et des courbes pour justifier que, aux yeux d'une certaine communauté, que nous sommes dans la prospérité. Mais en réalité, ce n'est pas une croissance qui profite au peuple. Il y a un manque criard d'investissement dans les services publics et une corruption systémique qui paralyse le développement. Et quand je parle de manque criard d'investissement dans les services publics, notamment l'éducation, la santé, je pense que ces deux grands secteurs-là ont été totalement ou pratiquement absents dans la politique de gouvernance dans les 10 années. C'est du factuel. La seule chose, la seule réalisation qu'ils sont même en train de mettre à leur actif dans le domaine de la santé publique, qui est l'hôpital Chic de Calavi, c'est un projet inexistant qui sont certainement venus remodeler à leur façon. Mais ça ne répond pas aux besoins, ça ne répond pas aux attentes du peuple. En ce sens que ce n'est même pas un projet conçu pour le peuple béninois,
c'est un projet conçu pour répondre à une autre exigence migratoire. Alors, quand nous restons dans le domaine économique, nous allons remarquer, comme je l'ai dit tout à l'heure, que l'économie a été essentiellement structurée pour profiter à un petit groupe au pouvoir, parce qu'il suffit de voir tous les grands axes de notre économie, c'est depuis le primaire qu'on nous enseigne que le port, c'est le poumon de notre économie, que le coton est la base essentielle, est une base essentielle agricole de notre économie, et que par ailleurs, nous avons des recettes essentiellement fiscales. Ça veut dire quoi? Que c'est le fisc qui nourrit notre économie. Mais il se trouve que ces grands secteurs-là, on va les prendre pour les décortiquer un à un. Bon, pas décortiquer parce que ce sera long. On va les présenter globalement. Le port est dans le giron de qui? Aujourd'hui, Patrice Talon a remis le port à ses amis d'affaires. Le port, qui est le poumon de l'économie béninoise, se retrouve entre les mains des privés partenaires à Patrice Talon, pour ne pas dire lui-même. Comment ça s'explique que, si on parle de poumon, c'est un organe de respiration, que ce qui fait respirer tout un peuple se retrouve entre les mains d'un individu et de ses amis. Et qu'est devenu le port aujourd'hui? Le bilan du port, si vous voulez, pour ceux qui vont les contester, on va refaire le bilan du port plus tard. Qu'est-ce que c'est devenu le port? Quand je parle du coton, quand bien même Patrice Talon était majoritairement avec l'oligopole du coton, son arrivée au pouvoir a transformé cet oligopole-là en un monopole parfait. Parfait parce que quoi? Il s'est débarrassé de l'intervention de l'État. Donc le regard, l'arbitrage que l'État a dans ce secteur n'existe plus. La seule chose qui reste aujourd'hui par rapport au coton, c'est-à-dire qu'il reste comme intervention de l'État au coton, c'est seulement de mettre de l'argent public et de mettre ça seulement dans les poches du privé. Qui contrôle les intrants, qui contrôle le rachat de coton auprès des producteurs pour ne pas dire leur pillage, parce que ça a été tout le temps un marché de dupes. Et puis, je vous ai dit pire, c'est qu'à l'entrée comme à la sortie, Patrice Talon est le seul bénéficiaire du coton. Si nous venons au cas sensible des recettes douanières, nous savons tous que nous disons que notre pays, nous avons un budget essentiellement fiscal. La fiscalité dont on parle, les impôts et taxes, la douane contribue à la plus grande partie de la mobilisation. De la mobilisation des recettes fiscales. Or, il se trouve que Patrice Talon, au pouvoir, est venu imposer sa société privée, personnelle, comme la seule société qui a habilité à encaisser les recettes douanières. Et je vous dis, de tels mécanismes de contrôle de fiscalité n'existent nulle part sur la terre, nulle part au monde. C'est seulement au Bénin qu'on peut trouver ça. Au Bénin de Patrice Talon, bien sûr. Alors, j'ai ouï dire, lors de certains débats ici, que les recettes douanières se sont améliorées pour passer de 300-400 milliards qu'elles étaient à aujourd'hui 1200-1300 milliards. Soit. Mais avons-nous à l'esprit que lorsqu'on encaisse les 1300 milliards, que ce n'est pas dans la caisse de trésor public que ça s'en va, et que c'est seulement dans la poche de Patrice Talon? Est-ce que nous sommes conscients de cela? Nous avons discuté autour d'un arrêté
que le ministère, je ne sais pas si c'est l'arrêté interministériel, c'est le ministère des Finances seulement qui avait sorti l'arrêté, et qui consacre pratiquement plus de 80% des recettes, donc de passage sur les tasses de passage sur des marchandises en transit au Bénin, pratiquement 82% vont dans les poches de Bénin Contrôle, donc de Talon. Et c'est ce qui nous a valu notre première bruit avec le Nigeria. Parce que Dangote, dont les activités étaient soumises à cette taxe, a dit: Patrice Talon est un homme d'affaires, je veux bien payer les tasses si on me justifie que les tasses vont dans les caisses de l'État, parce que c'est au vu de l'arrêté qu'elle a été scandalisée. Et que lui ne peut pas être en train de travailler pour enrichir un homme d'affaires comme lui. C'est-à-dire payer des tasses à un État qui vont dans la poche essentiellement d'un individu, d'un homme d'affaires comme lui devenir chef d'État. Et c'est quand Dangote s'était opposé à ces tasses que des camions ont été saisis, que le bras de fer a commencé, le Nigeria a fermé les frontières. Et qui ont payé ça? Qui sont ceux qui ont payé la fermeture de la frontière? La grande partie du peuple qui vit des échanges entre le Nigeria et le Bénin. Alors, ça n'a fait ni froid ni chaud aux gens ici. Tant que les affaires de Patrice Talon marchent, le Nigeria peut fermer durablement ses portes. On s'en fout. Ça a été leur position. Ça veut dire qu'ils n'ont rien à cirer de ça. Donc, voilà pour les trois axes évoqués, sans vouloir aller trop loin, les justificatifs que j'apporte à l'appui de ce que je viens de dire. Maintenant, quand le secteur économique évolue un peu pour aller dans cette affaire de zone industrielle de Glodibé qui a été créée, simplement le mécanisme. Voilà un pays, une gouvernance qui met la pression à fond, qui harcèle pratiquement ses citoyens pour leur prendre 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois plus de tasses qu'auparavant. Mais qui non seulement arrache des terres à ces mêmes citoyens pour leur dire qu'il y a un projet d'aéroport moderne dont il a fait rêver les Béninois, un projet qui ne verra jamais le jour parce qu'on en est là jusqu'aujourd'hui, et que par finir, ces terres ont été utilisées pour installer des entreprises qui sont essentiellement des entreprises acquises à la cause économique, des entreprises acquises à la cause économique de Patrice Talon lui-même en tant que président. Parce qu'on n'a pas nous justifié. Tant qu'on ne nous aura pas justifié, tant qu'on ne nous aura pas fait la lumière sur le mécanisme, sur comment ces entreprises ont été prises, on se sont installés au Bénin, c'est que ce débat-là, personne ne l'atteindra avec moi. Je n'aurai pas autre son de cloche que ce que je n'aurai pas autre entendement que ce que j'en ai aujourd'hui. Mais il se trouve qu'en plus d'avoir arraché des terres pour aller installer ses propres entreprises ou les entreprises du groupe Talon, parce que c'est dans ça qu'on nous dit qu'on est en train de faire la transformation de coton, on est en train de fabriquer des carreaux, etc. On a entendu ça, tout ça c'est beau. On arrache les terres aux Béninois à 75 francs le mètre carré pour venir les céder gratuitement à ces entreprises-là, leur demander de s'installer sur ces terres sans frais. Et qu'en plus, pendant qu'on met la pression, j'ai dit tout à l'heure, sur le peuple béninois pour payer les impôts, on installe des entreprises que l'on exonère d'impôts, on les exonère d'obligations fiscales
pour une longue durée. Et alors là, pour une très longue durée. Donc ces entreprises s'enrichissent au Bénin sans payer les impôts. Deuxième avantage. Troisième avantage qu'on a donné à ces entreprises, c'est que la main-d'œuvre qui travaille là, on nous dit que l'État crée des emplois, mais c'est une arnaque. À savoir que quand une entreprise fonctionne, le minimum, c'est qu'il paye des taxes, c'est qu'il paye les impôts et crée des emplois. Et donc, ça veut dire payer des salaires. Mais il se trouve que les entreprises de Glodibé ne payent presque, je dis presque pas les salaires. Et pourquoi? C'est l'État béninois, à travers son ministère de l'Emploi, qui a un projet pour payer les salaires de ceux qui travaillent à Glodibé. Donc, si vous trouvez quelqu'un qui travaille à Glodibé, méritez le maigre salaire de 50 000 qu'on les paye, qui n'était même pas déjà suffisant. Ce salaire-là, c'est l'État béninois qui prend encore en charge près de 80% de ce salaire-là. Donc, nos caisses, c'est dans les caisses publiques qu'on paye le salaire de ceux qui travaillent pour des privés. Et que ces privés s'enrichissent sans payer les impôts. Occupent gratuitement des terres qui ont été arrachées aux Béninois. Alors, la question que je me pose, quel est l'impact économique de Glodibé sur le peuple béninois, sur les caisses de l'État? C'est passé pour Glodibé. Si nous prenons le scandale des leasing de voitures d'occasion au Bénin, nous avons évalué déjà, vous avez parlé des dettes, mais assurez-vous, pour le chiffre qui est officiellement sorti et que personne n'a contesté jusqu'à aujourd'hui, toutes ces dettes du Bénin là, ça dit qu'ils ont engrangé pendant les 10 ans, supposé, les 25% de ces dettes-là sont seulement allées pour mettre des véhicules à la disposition de quelques fonctionnaires qui travaillent dans le Bénin. Soit 2500 milliards de nos francs. Et quelle est l'entreprise qui est adjudicataire de ce leasing-là, de ce contrat? Encore une entreprise du Gironde, Patrice Talon. Donc, quand je soutiens que l'économie est structurée pour nous profiter, car une oligarchie au pouvoir, je me fonde justement sur ces faits réels-là pour le dire. Afin que ceux qui m'écoutent, mes contradicteurs qui voudront certainement prendre la parole pour me contredire, soient édifiés sur ces faits concrets-là. Alors, l'autre fait dont j'ai parlé d'une gouvernance qui a été marquée par une érosion des libertés. Ça, c'est sans commentaire. Et même le reconnaissent dès lors que quelqu'un comme Par Bonheur venait le dire, bon, reconnaître au moins qu'il y a la question des libertés qui se pose. Je suis heureux, peut-être que ça va me permettre de ne plus aller sur ce terrain durablement. Mais je voudrais noter qu'il y a 3 actes au cas où il demanderait des preuves. La première preuve de l'érosion des libertés, c'est la normocommunication qui a muselé le monde de la presse. Elle les a alignés pour ne suivre que la ligne éditoriale du gouvernement, c'est-à-dire quoi? Que tous les organes de presse, le secteur de la presse au Bénin, est devenu un secteur de propagande. Donc, les journalistes, en réalité, sont devenus des communicateurs pour le gouvernement. Et c'est terminé. La presse animée, entre autrefois, qui nous donnait des sons de cloche par-ci, par-là, qui nous permettait d'avoir une lecture critique croisée de nos vies, de la gouvernance politique au Bénin a disparu.
sous le vocable, sous le concept de normocommunication. Et donc, ils ont réduit les journalistes au silence, on les a transformés en mendiants, ou je vais dire en collecteurs de quêtes, à qui on donne quelques billets pour publier ce que le prince du moment veut entendre, pas ce qui se passe, plus ce que les Béninois savent ou ont soif d'entendre. Et donc, voilà comment est-ce que la politique, le contrôle médiatique s'est fait. Alors, quand je dis, nous sommes, donc il y a une forme de verrouillage que le système a mis en place en manipulant, en muselant les médias, je vais dire, et pour aller plus loin, parce que les médias sont déjà muselés, maintenant le peuple a commencé par parler. Puisque plus on n'entend plus rien, nous devons commencer par réagir. On a sorti une loi qu'on appelle la loi sur, comment vous appelez ça déjà? Sur le numérique. La loi sur le numérique. Et la loi sur le numérique, quand vous avez lu, si vous lisez cette loi-là, c'est une loi inique. C'est une loi, en réalité, qui n'est même pas une loi responsable. Ça sent le musellement, ça porte des marques de l'autoritarisme institutionnalisé. C'est ça. Et donc, voilà le deuxième aspect du contrôle des médias, donc de restriction de liberté. Et plus récemment, il faut ajouter cette bévue qu'ils ont sortie, qu'ils appellent trêve politique. Dans un pays qui vit au jour le jour, dont la cité est au jour le jour, en mouvement, physique, économique, en démographique, tout, on dit, il y aura trêve politique, personne ne parlera plus de politique, peut-être qu'il y aura même plus d'activité politique pendant 6 ans, sur les 7 ans qui se sont donnés. Alors, on serait en train de faire quoi? Donc, si on trouve quelque chose, on n'en parle pas. Pourquoi? Parce que la parole, ça vient de ce que nous pensons. Ça vient de ce que nous voyons, ça vient de notre cerveau. C'est-à-dire, les yeux, les sens captent, le cerveau procède à une analyse et ça se transforme en une conviction que nous exprimons. Mais quand on dit qu'il y aura trêve politique, ça veut dire qu'on ne doit plus parler politique. Ça signifie qu'en réalité, on ne doit plus réfléchir. C'est pour ça que je dis que la trêve politique, soit prétendument, est une trêve cognitive. On vous dit, désormais, ne réfléchissez plus dans le pays. C'est ce que ça signifie. Une très grosse bêtise. Et des gens sont prêts à dire que parce qu'ils risqueraient la prison pour avoir parlé, ils ne parleront pas. Biafrika, je parlerai. Parce que si chaque fois que l'occasion me sera ouverte ici de parler, je parlerai. Si on ferme ici, je parlerai ailleurs. Parce que personne ne va me transformer en un cadavre ambulant. Je ne peux pas être debout, on va refuser à mes sens de fonctionner. On ne peut pas me dire de ne pas vivre, de ne pas respirer. Bientôt, on va nous dire de ne pas respirer. Vous voyez? Donc, grosso modo, l'oligarchie a verrouillé le système politique. Je ne veux même pas parler récemment des cas des élections qui ont été manipulées. Je ne veux pas parler de la justice qui est totalement sous contrôle, n'en déplaise à pas bonheur et ses autres maîtres à penser. Parce que ce sera peut-être trop long pour moi d'aller sur ces secteurs-là. Mais je vous dis que l'oligarchie a verrouillé le système politique.
en manipulant les élections, en contrôlant la justice et en muselant les médias. Aujourd'hui, cet état de choses rend la contestation démocratique difficile et même dangereuse. Dangereuse. Parce que si vous parlez aujourd'hui, nous savons tout ce qui arrive à ceux qui parlent. Et moi, je vous dis, ce n'est pas parce que ça leur arrive que si eux, ils ont parlé, des gens ont parlé avant nous et se sont retrouvés là-bas, et que nous nous taisons, c'est que nous aurons trahi tous ceux qui sont en prison pour avoir parlé. Et donc, par conséquent, pour ne pas me trahir moi-même, pour ne pas trahir mes convictions, pour ne pas trahir ceux qui ont ébauché cette lutte avant moi, qui m'ont inspiré, pour ne pas trahir ceux qui peuvent aussi s'inspirer de moi aujourd'hui pour parler, je dis, je vais garder la flamme, je ne continuerai pas à parler jusqu'au jour où ils auront la chance de me mettre la main dessus et de me foutre en prison. Alors, donc, voilà un autre aspect. J'ai relevé l'aspect des inégalités qui sont devenues accrues. Parce que la concentration extrême de la richesse entre les mains de quelques dizaines de Béninois à laquelle nous sommes confrontés a amené un effritement de la classe moyenne. Ce qui produit la richesse dans un pays, c'est la classe moyenne. C'est eux qui peuvent consommer et investir, puis épargner. Mais la classe moyenne s'est trouvée aujourd'hui presque absente dans nos sociétés. C'est-à-dire qu'il y a deux classes majeures aujourd'hui au Bénin. Les oligarques d'en haut, qui concentrent entre leurs mains plus de 90% de la richesse nationale et qui ne font même à peine qu'1% du pays. Et la grande masse qui végète dans la misère, qui vivote au jour le jour, qui n'a à peine droit qu'à quelques 5 ou 10% de toute la richesse nationale. Et je ne le dis pas. Il y a même un classement de la Banque mondiale qui l'a confirmé, que les richesses au Bénin sont inégalement réparties. Ce n'est pas moi. Donc, pour ceux qui veulent des preuves, je les renvoie à ces différents rapports. Quand bien même moi, je ne suis pas preneur de ces rapports. Mais, quand bien même le rapport a le vice de se pencher de leur côté, de ne prendre que ce qu'eux-mêmes ils déversent dans ces institutions-là, je dis le rapport a tout au moins le mérite de reconnaître que oui, ces gens-là nous ont tellement envoyé de beaux rapports sur eux-mêmes, mais il manque quelque chose. Parce qu'on ne peut pas tout cacher. Et je les renvoie à eux-mêmes, leurs propres rapports qu'ils ont produits et qu'ils ont commandités. Alors, face à cet état de choses, je vais vous dire ceci. Qu'est-ce qui a fondamentalement fait échouer le Bénin, c'est-à-dire la gouvernance? C'est que, nous avons un président qui est imbu de sa personne, qui ne pense qu'à lui-même, qui se prend pour le plus intelligent de tous les Béninois, qui n'écoute personne, qui défie tout le monde, qui pense qu'il est le centre du monde et qui ne fait les choses qu'à sa gloire et à ses profits. Deux, nous avons un président qui refuse de reconnaître cet art. Et troisième chose, nous avons un président qui n'a aucun sentiment pour son peuple. Sinon, il aurait été plus simple. La moindre gratitude que Patrice Talon peut offrir au peuple béninois, majoritairement agriculteurs, majoritairement, on nous dit 70% de nos populations vivent, sont
des, des populations agricoles. Donc, la moindre reconnaissance, la moindre gratitude qu'il peut leur prouver, c'est que il n'a qu'à rendre la vie facile à ces agriculteurs-là et permettre à ces agriculteurs d'être des citoyens dignes, de vivre dignement de leur métier. Patrice Talon est arrivé, il s'est endetté tout ce temps. Il n'a jamais pensé à la mécanisation de l'agriculture, qui l'a rendu, lui, riche. C'est-à-dire, il s'est contenté de voir les gens en train de couper les chines sous le soleil avec des roues à la main, péniblement, récolter, produire, puis il s'empare de ça. Et pendant que je dis il s'empare de ça, je vais faire un détour rapide pour ajouter à la question du pôle économique européen industriel de Glodibé là, soi-disant, pour dire que même les matières premières qui sont utilisées dans ces usines sont arrachées, ils ne sont même pas achetées à leur juste prix. Pour Pabonnet qui parlait de fixation des prix en France et consorts, est-ce qu'il est au courant que quand le gouvernement veut rentrer en campagne pour inciter les gens à produire, il prend un décret, il fixe le prix auquel on veut acheter pour la campagne de l'année. Et que quand les gens ont fini de produire, quand les gens sont prêts pour vendre leur production, on prend un autre décret pour changer le prix. C'est comme ça que ça se passe en France. Il va falloir qu'il me réponde à ça. Pour voir. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe en France? Est-ce que les gouvernements français manipulent les prix? On manipule quand les agriculteurs ont vécu une intempérie, un problème climatique qui les a fait perdre une partie ou une grande partie de leur production. Effectivement, on légifère, on prend un décret pour augmenter le prix ou on leur donne des aides parallèles. C'est pas tous les jours, chaque année qu'on fait ça. Alors, ici, ça se passe couramment, pas parce qu'il y a intempérie. Parce que quand vous dites qu'il y a intempérie, par exemple, c'est que on prend des mesures pour que les prix soient plus favorables aux agriculteurs. Mais ici, on prend des prix pour déprécier la valeur, pour réduire et les marges, c'est pas le coût, en fait, le prix de vente du produit, alors qu'on n'a même pas assisté l'agriculteur pendant qu'il produisait, il s'endettait. Donc, l'agriculteur, lui, il table sur un prix annoncé par le gouvernement pour faire ses calculs, produit, et au moment d'acheter, le gouvernement change le prix. Monsieur Kaï, s'il vous plaît, là, ce que je viens d'entendre, là, pas de votre part, là, monsieur Parabonneur, là, ils sont d'où ces histoires à lui? Qu'est-ce qu'il raconte que le gouvernement français légifère sur les prix? Vous racontez quoi, vous, là? Je ne suis jamais allé. Non, mais il raconte n'importe quoi. Il y a les syndicats des agriculteurs qui négocient avec le ministère de l'Agriculture. Il y a des négociations en permanence. Lui, il est venu parler de légifère. Vous avez cru où? Vous avez cru qu'on était en URSS en France, quoi? Monsieur, qu'est-ce qu'il raconte, celui-là? On y viendra. Monsieur Zohar, on y viendra. Mais vous racontez quoi? Vous savez ce que c'est le domaine de l'agriculture et de l'agroalimentaire? Monsieur Zohar, je connais mieux que vous. Je travaille, monsieur, je travaille dans l'agroalimentaire. Les négociations qu'il y a à l'interministériel, qu'est-ce que vous racontez, vous, là? Je travaille dans l'agroalimentaire, je connais mieux que vous, monsieur. Je connais mieux que vous. Vous connaissez quoi mieux que vous, moi? Je vous explique, le prix du blé en Europe est pareil partout. Maintenant, si les Français ont vécu une intempérie, par exemple les grêles ou les trucs qui ont fait perdre une partie de leur production, effectivement, le gouvernement soit met des aides à leur disposition ou on prend des décrets. Mais ça n'a rien à voir avec ce que nous disons ici. Ça n'a rien à voir avec ce que nous disons ici. C'est la question que vous m'avez posé la question. C'est la question que vous m'avez posé la question, monsieur. Là, vous confrontez deux choses. Le prix des productions en France, il se détermine par des négociations qui se font avec les syndicats. D'accord? Il y a les syndicats des producteurs, il y a les syndicats des distributeurs, il y a les syndicats des transformateurs. Et toutes ces négociations, elles se font par le biais du ministère de l'Agriculture.
Vous venez nous raconter, oui, s'il y a des intempéries, mais machin, etc. Ça, d'abord, c'est des cas exceptionnels. Et avant qu'il puisse avoir le gouvernement qui puisse légiférer, il y a rencontre avec les syndicats. Il y a une discussion sociale. Ça n'existe pas au Bénin. Arrêtez de nous raconter des sornettes, monsieur. C'est pas la même chose. Qu'est-ce que vous connaissez mieux? Vous savez à qui vous parlez sur le sujet quand vous me dites vous connaissez mieux? Monsieur, moi, j'ai été délégué syndical national de l'agroalimentaire. Je sais de quoi je travaille de l'agroalimentaire, monsieur, aussi, depuis 40 ans. Je travaille de l'agroalimentaire, monsieur, depuis 40 ans. Et donc, vous dites qu'en France, on détermine les prix en légiférant? Mais arrêtez de fumer, monsieur. Il m'a posé la question. Écoutez, ça sert à quoi les négociations qu'il y a chaque année? La loi Légalim, elle a servi à quoi aujourd'hui? Écoutez la question, monsieur. On a décidé, mais qu'est-ce que vous racontez? Pourquoi les agriculteurs se lèvent et bloquent les rues en France à certains moments? En fait, vous dites la même chose que moi, cher monsieur. Il m'a posé la question, est-ce que le gouvernement mais non, vous racontez ici au Bénin, qu'est-ce qui se passe? Il y a Dieu le Père qui se lève. Il m'a pas parlé du Bénin, il m'a parlé de la France. C'est la comparaison qu'on fait. Et vous voulez nous dire que c'est la question sur la France, cher monsieur. Il m'a posé la question sur la France. Il y a une négociation avec les pouvoirs intermédiaires. Laisse tomber. Au Bénin, il n'y a pas de pouvoir intermédiaire. Les syndicats n'existent pas. Il m'a posé la question sur le Bénin. Il m'a posé la question sur la France, monsieur. Pas sur le Bénin. D'accord? Ok, les amis. On revient ici. Je pense qu'il faut quand même faire une différence. Quand on a des intempéries, on va parler peut-être beaucoup de subventions. Parce que s'il y a des intempéries, le gouvernement peut compenser les pertes subies par les producteurs. Donc, c'est pas la même chose par rapport au prix. On les soutient par rapport aux pertes, mais on va parler beaucoup plus de subventions. Je vais alimenter votre débat. Je vais vous donner une contribution parce que le monsieur qui parle, il compare quelque chose qui n'est pas comparable. Il est incapable de nous donner un seul exemple où le gouvernement français a intervenu une seule fois pour diminuer le revenu des paysans. Quand le gouvernement français intervient, c'est toujours en faveur des paysans. Alors que ce que dit M. Kélian et ce que dit M. Zoha, c'est complètement l'opposé. Mais il y a un truc qui me préoccupe par rapport à ça exactement. Parce que, voilà, d'abord je vais vous expliquer comment ça a toujours fonctionné au Bénin. Parce que je suis dans le secteur. J'ai construit la plus grosse usine de coton au Bénin. J'ai vendu des usines de coton au Bénin, au Burkina, au Mali, au Togo, en Côte d'Ivoire. C'est mon secteur, l'agro-industrie. Ce n'est pas aller être employeur de quelqu'un. Je représentais le numéro 1 mondial en matière d'industrie cotonnière. Au Bénin, comment est-ce que le système a fonctionné sur les 30 dernières années, avec la complicité de tous les politiciens que vous pouvez imaginer? D'abord, quand on veut produire, vous savez qu'on ne peut pas produire sans engrais, les intrants agricoles. Donc toute la mafia commence par le système de mise en place des engrais. À l'époque, il y avait plusieurs sociétés privées, une fois que l'État a privatisé, sinon à l'époque du gouvernement, quand le monopole était pour l'État béninois, la Sonapra qui lançait des appels d'offres sur le plan international. Et les différents fournisseurs intervenaient pour dire, bon voilà, voici mes produits, voici mes prix, sur la base des cahiers de charges. Et le gouvernement fait des dépouillements, on choisit les meilleures offres sur le plan technique et sur le plan financier. Lorsque on a commencé à privatiser ce secteur, qu'est-ce que nous avons observé? Les faits sont là, les statistiques sont là. On lance un appel d'offres. Et plusieurs sociétés font leurs offres. Il y avait un service au Bénin qu'on appelait le service, surtout dans le secteur du coton. C'est le service recherche coton. Il y a un monsieur là-bas qui était l'associé de Patrice Talon. Ça, c'est depuis même avant que Patrice Talon ne devienne président. Autant de Soglo, autant de Kérékou, autant de Yaïbouni, ça a fonctionné comme ça. Ce monsieur-là, il commence à décider de quels produits on doit importer, quels produits on ne doit pas importer. Et on ne choisit que les produits que contrôle Patrice Talon.
On met les critères techniques pour pouvoir présélectionner les distributeurs. Et on s'arrange pour éliminer tous les concurrents. On élimine tous les concurrents et monsieur fixe un prix. On lui donne le marché. Une fois qu'il a le marché, ça se passe peut-être 6 mois ou 8 mois avant même le début de la campagne. Et on attend à quelques 3 mois du début de la campagne, le monsieur envoie un courrier. Chaque année, c'est la même chose. Il envoie un courrier, il dit que les prix ont changé au marché. Et le gouvernement prend un décret pour lui faire une augmentation, 20%, 30%, après avoir éliminé tous les concurrents. Tous les moins de 10 ans, on les a éliminés. Le gouvernement prend un décret pour augmenter le prix en défaveur des producteurs. Pendant des années, ça a été comme ça. Ça a dit qu'on lui a consacré un monopole sans partage. C'est une partie de cet argent est décaissée pour financer les partis politiques. On finance les partis politiques, les ministres de l'Agriculture, les ministres des Finances, des trucs comme ça. Quand Patrice Talon s'assoit à Paris devant le public pour dire « Bon, je ne vais pas cacher, j'ai toujours financé les partis politiques depuis des années. » Demandez-lui s'il prenait ça sur l'héritage de ses parents. Demandez-lui s'il est l'enfant d'un héritier milliardaire qui était connu au Bénin. C'est de l'argent public. C'est le sang et la sueur des paysans qu'on a toujours pris pour partager et acheter la conscience des hommes politiques. C'est comme ça qu'on a mis le système à genoux. La complicité des politiciens. Et les politiciens, au Bénin particulièrement, ils travaillent contre l'intérêt des paysans. Ils travaillent pour assassiner le travail des paysans, leur vie. Ils vivent de la sueur et de leur larme et du sang des paysans. Donc, quand l'État intervient au Bénin, c'est toujours en défaveur des paysans. Vous avez vu il y a quelques jours, M. Diossou, Patrice Talon allait prendre 31 milliards dans les caisses de l'État, soi-disant pour subventionner les intrants agricoles. Mais ça va où? Dans sa poche. Les paysans ne verront que la poussière. Ils n'auront même pas le droit de sentir l'odeur. C'est comme ça, mais on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Quand l'État intervient en Europe, ou aux États-Unis, en France, en Hollande, n'importe où, l'Union européenne, ils interviennent. Ils interviennent en faveur de leurs paysans. Est-ce qu'on peut aller tirer sur une balle sur un paysan pour lui arracher sa production agricole en France? Maintenant, j'ai une question. Pourquoi ce que vous ne pouvez pas aller faire en France, pourquoi vous voulez imposer ça en Afrique? C'est plutôt moi ma question pour vous, monsieur. Ok. Non, juste un instant, pardon, donne-moi quelques secondes. En attendant que je voulais finir ma prise de parole. Monsieur Kialé, juste une seconde. En fait, je voulais compléter dans ce cercle vicieux de coton au Bénin, ce qu'on a observé. N'oublions pas qu'à une époque donnée, quand on prépare la campagne agricole, on dit on veut faire peut-être 200 000 tonnes de coton. Et par rapport à ça, l'État accordait une subvention à celui qui importait l'intrant agricole, qu'on connaît bien. Je n'ai pas besoin de répéter son nom ici. Et finalement, au bout de la campagne, ou au terme de la campagne, on fait 100 000 tonnes de coton. Mais finalement, le gap, là, on ne retourne plus l'argent dans la caisse de l'État. Ça a fonctionné comme ça. Ils ont spolié, ils ont pris des milliards dans ces conditions-là, en faisant des prévisions trop optimistes sur, ils vont faire 500 000. Finalement, on leur accorde des subventions sur la base de 500 000. Finalement, on fait 200 000. Mais les 300 000 tonnes de balance là, et pour lesquels ils ont déjà obtenu la subvention, ils ne retournaient plus l'argent dans la caisse de l'État. Les gens ont dénoncé pendant des années aussi. Ok, monsieur Kialim, je vais vous redonner la parole pour conclure en 3 minutes environ. Et après... Mais je vous comprends, mais nous faisons un bilan de 10 ans de gouvernance. Et pour que nous avons l'habitude, en fait, de faire des bilans de façon précipitée, on vient nous demander, vous avez des preuves, vous nous avez parlé dans le vide, c'est des imaginations. C'est pour ça que je prends mon temps, je prends mon sang-froid
de leur descendre un à un ce que le bilan est. Et 3 minutes, ça fait un peu harakiri, mais je vais peut-être prendre ça comme ça. Alors, donc, je parlais de l'ingratitude de ce gouvernement, notamment de son chef envers le monde paysan qu'il a fait, qui a fait de lui ce qu'il est. Quand il était arrivé au pouvoir, la moindre des choses à faire, parce qu'on nous a dit que si on critique maintenant, il faut faire des propositions, n'est-ce pas? C'est pour ça que je parle en ces termes. La moindre des choses à faire, c'était tout au moins de valoriser le revenu, de revaloriser le revenu des paysans en considérant le prix de leur production. Et mieux, dans la formation, dans l'éducation, l'investissement qu'il fallait faire pour un pays qui a une forte population essentiellement agricole, c'est tout au moins de créer ce qu'il a annoncé quand il devrait reprendre le pouvoir en 2021, qu'il n'a jamais fait. C'était de créer au moins des lycées agricoles. Patrice Talon qui a profité du coton tout le temps, des agriculteurs tout le temps, pour s'enrichir, devenir le milliardaire de tous les milliardaires au Bénin, au point d'être propulsé président de la République, n'a jamais pensé créer un seul lycée agricole pour soutenir l'agriculture. Il en a promis 30, on n'a pas trouvé un seul. Le seul lycée qu'il a, c'est un lycée Manuel Talon, qui est français et qui est même inaccessible au fils du paysan. L'autre chose qu'il a manqué de faire, c'est de mécaniser tout au moins l'agriculture. Il aurait mécanisé l'agriculture pour rendre encore la production plus facile aux paysans et nous serions en train, de ce côté-là, voir tout au moins un bilan élogieux. Le pire, c'est que quand on veut parler de développement d'un pays, il faut attirer l'investissement et développer de vraies industries. Et pour y parvenir, il faut considérer ce qu'on appelle les coûts de facteurs, qui sont de 3 ordres. Il y a la main-d'œuvre, donc il faut avoir une main-d'œuvre adaptée aux besoins de la production que l'on veut avoir. Il y a la question de la justice, parce que c'est ça seulement qui met en confiance une justice. La justice est au-delà du pouvoir politique dans les pays qui se respectent. C'est ça qui donne de la confiance aux investisseurs. Une justice qui fonctionne très bien, qui est indépendante. Il y a la question de l'énergie que Patrice Talon nous a vendue en vain et on continue d'être dans le délestage. Et donc, pour la question de la main-d'œuvre, nous n'avons pas une éducation qui forme des techniciens agricoles, qui forme des techniciens dans le domaine du textile, qui forme... Non. Rien de tout ça. Alors, sur quelle base on s'est endetté pour 10 000 milliards sans pouvoir améliorer, rendre indépendante notre justice et la rendre plus performante? Nous produire de l'énergie parce que les gens n'ont pas eu besoin de s'endetter autant pour nous donner le peu qu'on avait, qu'il était déjà très insuffisant. Mais il est venu s'endetter 4 fois, mais l'énergie n'en a pas trouvé sa part. Pour la santé, je viens de parler, on n'en parle plus. Alors, finalement, il se trouve que quoi? Patrice Talon est venu, il nous a gouverné avec un bilan politique fait d'exclusion, qui a consacré un parlement à 100% acquis à sa cause, des élus locaux à 100% acquis à sa cause, que le contrôle des organes de contre-pouvoir, la Cour constitutionnelle, et même la justice classique, on a tout contrôlé. Et je vous dis, même jusqu'aux organes qui organisent les élections. Alors, donc, moi, je me pose une question. Où est le bilan dont vous voulez vous prévaloir? Sur le plan du bilan social, c'est catastrophique, on n'en parle pas. La morale et l'éthique, nous avons. La lutte contre la corruption, c'est un 20 mots sous Patrice Talon. Un 20 mots sous Patrice Talon, parce que la loi qui punit la corruption, c'est vraiment la corruption. Patrice Talon a abrogé cette loi-là
et a laissé la vanne ouverte au pillage. Et maintenant, je me dis, voilà que nous sommes là, à une société divisée, polarisée, où tout le monde est prêt à se combattre, à se manger le nez. Et nous n'avons même pas d'investissement pertinent parce que les routes qui sont construites sont des éléphants blancs, n'apportent rien au peuple et sont extrêmement coûteux. Donc, ça a finalement été un canal pour faire des détournements massifs dans votre poche. Et à la clé de ça, je crois que j'avais répondu à M. Pabonnet tout à l'heure en citant des scandales sous Patrice Talon. Ça, c'est ce que nous savons. Si vous voulez, je vous le rappelle brièvement que Patrice Talon n'a pas répondu des tueries qu'il y a sous son mandat. Il n'a pas répondu des tripatouillards de la Constitution qu'il a pris sur lui de faire sans consulter le peuple. Que nous voulons le contrat autour du PVI qui est resté un secret dans les tiroirs des dieux jusqu'à aujourd'hui. Que le scandale du Covid, nous n'avons pas connu une suite logique par des instances indépendantes. Que les dettes qui sont opaques, totalement incontrôlées, il faut que Patrice Talon nous fasse un point de cela. Pour ceux qui pensent qu'il n'a pas l'obligation de nous faire un bilan. L'aéroport de Tourou, qui était déjà pratiquement achevé et fonctionnel même, qui nous explique pourquoi cet aéroport-là n'a pas pu s'ouvrir pendant les 10 ans de son règne. Que le projet Benetassi, dans lequel on a mis des milliards et avec un copain Beni Oui et Godillot à la tête, ça a fini comment? Que notre port, on le récupère comment? Qu'est-ce qu'on en fait? Quel est le bilan autour du port? On ne nous a pas parlé de ça, on ne veut pas nous parler de ça. Que les domaines qui ont été arrachés à des citoyens, ceux qu'on a expulsés, dont on a démoli les maisons, quel est le sort qui leur est réservé? Etc., etc. Voilà autant de choses. Monsieur Kialine. Moi, oui, sur lesquels moi, je voulais vous pouvez garder les autres éléments. Non, j'ai même fini. Donc, je disais, quand voilà, vous aurez votre deuxième tour de parole. Je vais juste vous permettre, on a un ami